Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. Notre Thierry qui s'en va, notre Thierry de Blue en liberté, qui est aussi là le mardi matin. Car nous sommes mardi, le 16 avril 2013, il est là le mardi matin pour animer une heure consacrée normalement à Court-Circuit, qui aujourd'hui n'était pas là, hélas, pour nous, parce qu'ils ont des invités qui sont vraiment parfois très très intéressants. Alors c'est l'émission à racaille, alors la 201, alors, parce que Thierry fait voilà, moi je fais alors. On a tous notre spécialité. À Radio Libertaire, à racaille, la 201e. Avec notre piqué-coup à la régie. Bonjour tout le monde. À la programmation musicale et à tant d'autres choses. Notre Jean, qui est à la pistoche, toujours en rééduc, il en a encore pour 1 an, en tout cas, si tout se passe bien, autrement c'est 2 ans, mais bon, on espère que ça sera 1 an, parce on est puni tous les mardis, où il ne peut arriver que vers 11h30. Voilà notre Jean. Et puis ma pomme, qui va vous causer tout de suite dans le poste de l'artiste dans la société, où il n'est pas, car il est en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique en toc. Alors, par les temps qui courent, l'engagement politique et l'artiste, on peut dire que c'est pas tout à fait la symbiose. Quoique, dans la mini-tube de luminance de Momo la science, vous en toucherez 2 mots. L'artiste et la religion, et alors là, je répète et je répéterai longtemps encore, enfin, tant que cette émission aura du sang dans les veines. L'artiste et la science, c'est pas vraiment le top, à part que notre Juju, salut notre Juju, notre auditeur finlandais, qui nous a appris il y avait quelques scientifiques de haut niveau qui s'intéressaient à l'art. On aimerait bien les connaître d'ailleurs, il faudrait qu'on lui pose la question à notre Juju. Je crois qu'il y avait répondu, mais j'ai complètement oublié. Pardon Juju. Et l'artiste et l'autorité, qu'est-ce qu'on y dit à l'autorité? Que je vous le demande, que j'entends dans le poste et dans les écouteurs et tout, que tout le monde crie d'un seul élan, oh la merde, l'autorité. Voilà. À bientôt.
C'était Jacques Dutronc, l'opportuniste. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. Oui, surtout, pendant les pauses musicales, vous notez sur votre petit calepin. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 201e, 16 avril 2013, le fond de l'air est frais, il nous promettait à la météo d'avoir un beau soleil, tiens, Ouelou. Il fait gris, il fait frisquette, et on peut vous le dire, on a passé plus d'1 heure à la terrasse de l'artiste. Donc, la mini-tube de Luminance de Momo la Science, qui sera aujourd'hui en rapport, évidemment, avec cette chanson de Jacques Dutronc. Un must. L'opportunisme. Oui. Le retournement de veste. Ouais. Pour vous cruiser entre nous, de la Maison des Artistes. Je ne sais pas si vous connaissez, les 6 rue Berry, à Paris dans le 8e, dans les quartiers pauvres, dans l'ancien hôtel de Rothschild, qui s'appelle toujours l'hôtel de Rothschild, c'est un don d'une baronne aux artistes. C'est une fondation d'ailleurs, c'est une fondation dans la Fondation nationale des arts plastiques et graphiques, par qui ces lieux sont gérés. Voilà. Et là, il y a la Maison des Artistes, elle a son siège social en tout cas là, puis quelques locaux prêtés ou loués par la FNAGP. Voilà. Et la FNAGP, la Fédération nationale des arts graphiques et plastiques. Oui, la FNAP ou la FNAC, je sais plus. Enfin, peu importe. Et donc le président, Monsieur Aharon, président depuis un bon bout de temps déjà, qui a remplacé l'ex-président qui s'appelait Monsieur Bernheim, que j'aimais beaucoup, et qui est, lui, je peux vous le dire tout de suite, est tout à fait en rapport étroit avec cette chanson de Jacques Dutronc, puisque quand il a été président la première année où il était président de cette association, qui regroupe quelques milliers d'artistes, il a carrément pris position en faveur du vote pour Monsieur Sarkozy, en tant que membre d'ailleurs déclaré de l'UMP, ce qui, à la tête d'une association, je répète, de quelques milliers d'artistes, ça fait un peu tâche quand même. Les présidents d'associations de loi 1901 étant tenus, du moins par tradition, à la réserve de ce point de vue-là, puisque ils président des associations où la diversité des pensées politiques, des appartenances politiques, des appartenances religieuses est diverse et variée. Et voilà, un président n'a pas du tout le droit, enfin il le prend, la preuve avec lui, de s'affirmer de tel bord plutôt que tel autre, voilà, puisqu'il est président de tout le monde. Enfin, il a oublié. Et aujourd'hui, l'objet de cette mini-tube, c'est une pétarade de cette comment on pourrait l'appeler, cet opportuniste notoire, qui, parce que il y a une espèce de chose qui se passe au niveau gouvernemental ou ministériel, ou enfin dans ces eaux-là, quoi, pour regrouper, si vous voulez, la GESA, qui est une société qui récupère les cotisations sociales des artistes auteurs, avec la Maison des Artistes qui récupère les cotisations sociales, qui gère les cotisations sociales des artistes plastiques et graphiques. Voilà. En faire une seule entité, ce qui, de mon point de vue en tout cas, et de point de vue de quelques autres camarades, fera des économies et ne portera pas du tout atteinte à notre régime un peu particulier, social un peu particulier. Voilà. Alors, il faut dire que la Maison des Artistes, c'est une association, d'un côté, dont le président est Monsieur Aharon, et cette association a eu une mission de l'État, il y a quelques dizaines d'années de ça, pour gérer justement les cotisations sociales, c'est-à-dire faire en quelque sorte la récolte des cotisations sociales des artistes, qui ont un régime un peu particulier par rapport au régime général, et voilà, et de les refiler évidemment à la Sécu, au régime général. Et c'est une autre entité qui est séparée de la Maison des Artistes, qui est donc qui n'est pas rue Berryer, qui est rue du Faubourg-Poissonnière,
et ce sont dedans des employés de la sécurité sociale qui traitent de toutes ces affaires-là. Voilà. Et le président de la Maison des Artistes en est le président, mais c'est un titre honorifique. Il n'a aucune comment dirais-je, aucune délégation pour intervenir dans cette récolte, je l'appelle récolte à dessein, dans cette récolte des thunes des artistes pour la sécurité sociale. Voilà. Alors ce monsieur qui argue parce qu'il est contre cette réunification cette réunion des deux organismes de cotisation sociale pour les artistes, et en prétextant que ça va faire du tort aux artistes. Il dit pas vraiment comment que ça peut nous faire du tort, parce que ce qui pourrait nous faire du tort, c'est que notre régime ne soit plus aussi avantageux pour nous, en tout cas. Enfin, les avantages sont quand même pas, faut pas croire non plus, parce que les artistes n'ont pas de congé maladie, n'ont pas toutes ces choses-là, ils ont juste la sécu, c'est tout, mais sans tous les bénéfices qu'il y a à côté pour les autres travailleurs, voilà. Et alors donc il argue de ça de prétendues atteintes aux droits des artistes, enfin en tout cas dans ce domaine-là, alors que c'est complètement faux. Il y a les artistes que les cotisations sociales soient récupérées par une entité plutôt que par deux. Je vois pas la différence, parce que monsieur, si vous voulez, c'est évidemment la sécurité sociale des artistes, ça regroupe 60 000 cotisants. Donc évidemment, si vous vous présentez comme le président, à tort d'ailleurs, c'est pas vrai, de 60 000 artistes, bon, évidemment, ça fait lourd dans la balance face aux institutions. Non, pas du tout. Il ne représente que les artistes de l'association Maison des Artistes. Il n'y a pas de confusion possible. Il y a deux choses. Il y a l'association Maison des Artistes et l'organisme qui récupère les cotisations sociales des artistes. C'est deux choses tout à fait différentes. Il ne gère pas les deux. Il gère son association, et l'autre, il est simplement, aux yeux de l'administration, il est comme un président. Bon, il faut bien mettre un titre aux gens. Et en France, on adore les présidents. De toute façon, je crois que c'est le pays du monde où il y a le plus de présidents. En dehors de de l'amateur de pédalo là qu'on a en ce moment à la tête de cet État, voilà. Et comment dirais-je, et donc je voudrais ça s'adresse plus particulièrement aux artistes, cette mini-tube évidemment, parce qu'il y a toujours, c'est très difficile, je comprends pas comment ça peut être difficile à intégrer une telle organisation, mais en tout cas je sais que dans beaucoup de têtes d'artistes c'est la confusion totale. Et je dois ajouter aussi, enfin je vais arrêter parce que je pourrais en faire pendant des jours comme ça, des tonnes. La Maison des Artistes, association, donc rue Berrier à Paris dans le 8e, récupère les cotisations de plus de 10 000 artistes, donc voilà, c'est avec ça qu'ils vivent. Ils ont 2 employés à temps plein. Je sais pas s'ils ont des aides, enfin bon, ils ont largement de quoi les payer. Et je veux dire, ça va pas leur enlever, ça ne va grever en rien leur budget, parce que je crois qu'ils n'ont pas de subvention. Enfin, quand j'ai quitté la Maison des Artistes depuis un certain temps, je suis plus vraiment au courant de ce qui se passe, mais voilà, ils ramassent quand même de la thune. Vous multipliez une cotisation de 25 €, je crois, par 10 000, ça fait quand même de l'argent, quoi. Voilà. Ils ont leur service juridique. Ils ont évidemment des atouts qui sont pas négligeables, avec un service juridique gratuit pour ceux qui adhèrent à la Maison des Artistes. Ils ont une carte pour entrer dans les musées, et ça continuera. Je veux dire, ça va pas les empêcher de vivre. Voilà, ils peuvent continuer très bien, et continuer aussi à accueillir d'autres artistes, ils en ont pas assez, à pouvoir aussi s'imposer comme interlocuteur au pouvoir public. Je vois absolument pas où est le lézard ou le loup là-dedans, quoi. Il y a rien, mais alors que cet homme a initié une pétition en direction de tous les artistes pour protester contre cette réunion de l'AGESA et de la Maison des Artistes. Voilà ce que vous avez compris en gros, ce que je voulais dire. J'espère ne pas être trop confus. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les institutions, l'État, la Sécu, tout ça, qui ont décidé de faire des économies, comme c'est la mode en ce moment, et de réunir ces deux entités. Ça fera peut-être des chômeurs en plus, ou je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça c'est une simplification
puisque qu'on soit auteur, c'est-à-dire artiste-auteur ou artiste plastique, on a les mêmes préoccupations, on a les mêmes, on paye les mêmes cotisations. Je vois pas ce que ça va changer. Enfin bon, et ça va rien enlever à l'association Maison des Artistes de la rue Berryer. C'est simplement une question pour ce monsieur Aron, je crois, de semer encore une fois de plus la confusion dans l'esprit des artistes, en faisant croire que ça va porter atteinte à leurs droits et que ça va, comme on dit, ou en quelque sorte affaiblir l'association Maison des Artistes, ou en tout cas il y a un terme qui m'échappe là, enfin, la mettre dans une situation difficile, pas du tout. Moi, je pense qu'au contraire, je vois pas, puisque la Maison des Artistes Association ne s'occupe absolument pas des cotisations sociales. Elle ne s'en occupe pas du tout. Elle n'a aucun pouvoir pour intervenir là-dedans. Alors, je vois pas ce que ça peut créer comme confusion. Au contraire, dans l'esprit des artistes, ça sera plus simple. Ils sauront au moins une fois pour toutes que les deux entités sont complètement séparées et n'ont rien à voir ensemble. Voilà. Pour tous ceux qui se posent des questions devant cette pétition, j'en ai parlé avec quelques copains artistes, illustrateurs, auteurs, etc. Et qui aussi se disent mais c'est une histoire de fou ça. Enfin, et qui font partie d'associations d'artistes et qui s'interrogent sur le pourquoi de cette prise d'opposition de Monsieur Aron, président de la Maison des Artistes à vie, je pense, parce que il semblerait que les artistes soient tellement, comme la plupart de nos concitoyens, tellement nunuches qu'ils voteront probablement éternellement pour cet homme. Qui sait si bien les embobiner avec des assemblées générales où il y a de la bouffe à profusion, etc., où on brandit toujours la menace communiste sous en pointant du doigt le SNAP CGT, qui est une petite structure syndicale minuscule, adossée évidemment à la centrale CGTiste, mais qui regroupe que quelques dizaines, voire peut-être quelques centaines, mais je ne sais pas. C'est une représentation syndicale comme toutes les représentations syndicales dans ce pays, qui sont tout à fait minoritaires, bon, mais qui ont le mérite au moins d'exister. Et puis le SNAP CGT, même si on n'est pas d'accord avec ses orientations politiques, ce sont quand même des militants qui font vraiment du boulot, qui s'investissent et qui n'ont pas les moyens de Monsieur Aron. Voilà, je ferme la porte ici, la porte de la case en paille ici, avant que le loup ne souffle dessus et que les petits cochons s'envolent. Bon moi je vais vous parler de Ryanair, en fait, du coût du low cost, à l'occasion d'un article dans le dernier magazine Offensive libertaire et sociale. Voilà, il y avait un petit encart sur Ryanair. Ça m'a donné envie de visionner le documentaire qui était mentionné, qui s'appelle vérité-lowcost.com, on peut trouver le documentaire sur ce site. Voilà, un documentaire de Enrico Porcia. Donc voilà, j'ai envie de raconter brièvement ce que ça disait. Daniel Mermet aussi avait fait une émission dans son émission, et il commençait comme ça d'ailleurs. Je vous propose un marché, je vous amène des moutons. Moi, je les amène, vous les tondez. Pour cela, je vous demande juste un défraiement. Les moutons, eux, ont déjà payé pour le voyage. Oh, juste un petit peu, pas même de quoi payer l'avion. C'est le marché que Michael O'Leary, PDG de la compagnie Ryanair, propose aux localités et municipalités, et les moutons, bien entendu, ce sont les voyageurs. Donc dans ce documentaire, Enrico Porcia mène l'enquête sur le fonctionnement de Ryanair. Il va chercher comment des collectivités locales, des communautés de communes, des chambres de commerce financent par le biais de subventions marketing l'ouverture de lignes par Ryanair dans leurs communes. Subventions qui sont versées dans des paradis fiscaux via une société qui s'appelle AMS, Airport Marketing Service, donc dans des filiales domiciliées à Jersey ou l'île de Man. Donc là, on a la première méthode pour récolter des fonds qui fonctionne. Il faut compter environ 700 à 800 000 euros versés par ouverture de ligne. Et Ryanair fait même du chantage et menace de partir et de fermer ses lignes si les fonds ne sont plus versés. Le deuxième moyen pour Ryanair de récupérer des fonds, c'est surtout une réduction des coûts au maximum, avec beaucoup d'intérimaires, des cadences infernales, une rotation rapide des avions, un remplissage au strict minimum des réservoirs de carburant, le tout monnayable, les valises, les boissons.
et des conditions de travail difficiles, car les salariés dépendent en fait du droit irlandais. Donc pas de salaire minimum et une sécurité sociale très réduite, pas de carte vitale et pour l'employeur des charges vraiment réduites au minimum, quoi. Et en plus les salariés doivent payer et leur formation et leur uniforme. Donc voilà, c'est bref, mais ça raconte un petit peu le fonctionnement de Ryanair, quoi. Oui. Qui est le fonctionnement de beaucoup de sociétés d'ailleurs qui s'engraissent comme les banques avec notre pognon. Les États prêtent largement aux banques avec des intérêts minimums. Ces banques se servent d'ailleurs de cet argent pour le prêter à leur tour avec des intérêts maximum. Voilà, donc on n'est pas dans une affaire tout à fait extraordinaire, mais c'est bien de relever ça quand même parce que bon, se faire prendre pour des cons à longueur de journée, bon, ça va, mais de temps en temps, quand même, les cons, ils ont envie de bramer, quoi. Non, mais il est bien fait, ce documentaire. Il doit durer à peu près une petite heure et on voit bien comment tous les responsables politiques, arrivent pas à justifier de quelle manière ils versent des fonds comme ça, quoi. Ils sont pas tout, ils ont rien notifié à Bruxelles. Voilà, ils se débinent petit à petit. Ça, et on voit aussi après donc les conditions de travail. Enfin bon, c'est ouais. Parce qu'on s'étonne pas après quand il y a des billets à 5 ou 10 euros. Enfin, voilà, quand on prend l'avion, il faut savoir pourquoi on paye ce prix-là et ce qu'il y a derrière. Oui, d'ailleurs, j'ai pris l'avion, j'ai pris Ryanair justement pour aller en Irlande il y a quelques temps et à un prix vraiment dérisoire, quoi. Faut dire que bon, évidemment, quand on n'est pas très riche. Je vais pas pleurer, mais enfin bon, quand on n'est pas très riche, on va pas prendre Air France en classe affaires. Hein. On essaye de trouver le moyen le plus économique, mais il y a pas de mystère. Hein. Si c'est à ce prix-là, c'est au prix d'autre chose, quoi. Voilà, tout à fait.
C'était François Agilazaro, libéral. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub à Racaille, la 201e, avec notre camarade Piquécou, dont vous entendez la voix. Bref. Dans la régie, mais pas que dans la régie, elle est à l'animation de cette émission aussi, comme ses deux petits camarades, Jean, qui va arriver incessamment au souper d'une manière opinée, et Shlomo, ma pomme, qui cause dans le poste. Voilà. Les mots dans la peinture par Michel Butor. Avec un blast comme ça, bon. Né en 1926. Bon, il est pas tout jeune, le gars, hein. Donc, je vais vous commenter brièvement le texte écrit par notre camarade Jean. Piquécou va lire tout de suite dans ce texte. Dans notre Piquécou, je répète, va vous lire un extrait. Le romancier essayiste Michel Butor nous dit qu'il regardait d'un peu près. Les mots sont innombrables dans la peinture occidentale, que la présence de ces mots ruine d'ailleurs le mur fondamental édifié par notre enseignement entre les lettres et les arts. Et quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a compris? Notre vision n'est jamais pure vision. Que de paroles, en effet, conduisent au musée, aux expositions, et y troublent notre visite, des invitations, des affiches ou des catalogues, jusqu'au casque audio dans lequel une voix secrète nous aide à voir les œuvres. Mais ce n'est pas tout. Il y a les lettres, ou les mots utilisés comme éléments du tableau. Et puis, non, c'est pas Zorro. La signature de l'artiste. Bientôt apparaissent les signatures cursives. Le peintre marque son tableau comme une lettre. Certains signent modestement. On ne lit leur nom que si on s'approche. D'autres ont des signatures énormes qui envahissent leur toile. Quelquefois, on ne voit plus qu'elle. Cette griffe a tout chassé. Une bonne partie de la peinture gestuelle, de l'action painting, peut être interprétée comme un développement de la signature. L'artiste, en effet, prétend ne nous intéresser que par son graphisme, c'est-à-dire la façon dont il manie son pinceau ou sa plume. Ce qui l'identifie véritablement dans sa griffe fait qu'elle est indubitablement sienne. C'est là le véritable sujet de son œuvre. Or, c'est bien dans la signature que ce graphisme est le plus travaillé, et en même temps le plus direct. Mais elle est devenue si grande que le tableau ne suffit plus à la contenir. Nous n'en voyons plus que des bribes, une immense boucle, un paraphe saisissant dans son lasso un mur entier, et il faudra la redoubler en bas à droite. La signature des peintres exige une graphologie, mais beaucoup plus vaste que celle que l'on entend ordinairement par ce terme, limitée aux formes cursives. Ici, toutes les formes de caractères nous intéressent, et un chapitre spécial devrait être réservé à ce que l'on peut appeler l'expressivité monogrammatique. Science, non seulement de leur graphisme, mais de leur libellé, de leur langue. Nous pourrions mettre en évidence toute une échelle de longueur. Le nom Dürer, le prénom et le nom Albertus Dürer, le nom, le prénom et un adjectif, Albertus Dürer Noricus, un verbe, deux verbes, les lieux, les dates simples, 1511, ou développées, Anno a Virginis Spartus, 1511, etc. Des signatures fort courtes en centimètres peuvent être interminables en mots. À une étude de ce genre, il faut en joindre une autre, concernant la place que la signature occupe dans le tableau. Elle change l'œuvre, en effet, non seulement parce qu'elle nous assure qu'elle est de tel peintre, tout en précisant notre connaissance de celui-ci, mais parce qu'elle nous oblige à regarder à un endroit particulier. Toutes les propriétés plastiques du titre vont s'y retrouver. Comme l'écriture européenne dans une page va de gauche à droite et de haut en bas, la signature que l'on appose une fois qu'on a rédigé un texte est normalement en bas à droite. C'est ici que nous la cherchons d'habitude dans un tableau, ce qui montre à quel point, lorsqu'il est bien individuellement signé, nous l'identifions à une sorte de missive. Si elle est écrite en toutes lettres, non seulement elle fixera notre attention sur ce coin, mais elle assignera celui-ci d'une flèche dirigée vers l'extérieur du cadre, que l'ensemble de la composition devra contrecarrer. Pour tel arrangement imposé par le sujet, le peintre sera obligé de déplacer la signature, de la mettre dans un autre coin, par exemple.
elle attirera alors beaucoup plus l'attention sur elle et aussi sur cet endroit qu'elle a quitté. Les mots dans la peinture est publié par les éditions Flammarion. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Métro Robert, Oberkampf, fille du Calvaire, aux République. Téléphone 01 48 05 34 08. Pardon, www.librairie-publico.com. Et l'autre jour, il est arrivé, il est là, il piaffe d'impatience à la porte du studio et je fais semblant de ne pas le voir. Salut mon Jean. Nos vies sont des quêtes, nos cœurs s'éclairent à la lueur des plus belles lettres, à la recherche de l'art. Artistes, dérangés, dérangeants, car y a pas d'art lisse, parce qu'elles ne sont qu'à la recherche du succès. Les étoiles d'une seule nuit se succèdent, puis à l'aube disparaissent, paraissent un souvenir passager comme une caresse. Nous on est à la recherche de l'excellent, alors le prochain vers n'est jamais comme le précédent. On cherche des réponses sans comprendre les questions, recherche le bonheur en ignorant sa définition. Comme Fabien à la recherche de l'humilité, être humain en osmose à la recherche de l'humanité. Pour une fois que nos chemins se croisent, il faut que je sois déjà à la recherche de ma dernière phrase. À la recherche, chacun sa quête, chacun son but, son art des lettres, sa manière d'être, à la recherche. à la recherche, chacun sa quête, chacun son but, son art des lettres, sa manière d'être, à la recherche. Un ballon dirigeable avec mon blaze dessus, c'est ce qu'il fallait pour la promo. Les oiseaux ne seraient pas déçus, je cherche plus. Le but, ne pas paumer ce que t'as trouvé. Les cons écoutent, celui qui ne peut prouver. Me fout d'où je vais, ma boussole c'est le cœur. Le ciel couvert de points d'interrogation géants. On sait tous qu'il n'y a pas de réponse, pourtant on prend de l'élan. Se donne du mal pour captiver le lecteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je chill avec de grands poètes, les gens nous applaudissent. Quand j'étais mini, je visais déjà l'infini. N'importe quoi la quête, mais pas inutile. Trop perché pour être à la recherche. Ce qu'on l'on recherche ne compte pas, c'est le chemin qui prime. Que des kings, c'est pas tes potes, grand corps et Kiri qui l'eût cru. Y'a que le slip qui rime, je signe Puccini. À la recherche, chacun sa quête, chacun son but, son art des lettres, sa manière d'être, à la recherche. C'était Grand Corps Malade à la recherche. Sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste. Elle est toujours là, la voix. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais bon, elle l'est. Avec du piqué. Tu fais allusion à quelque chose de précis. Non. Jamais d'allusion chez Robert. Non, les cimetières sont remplis de gens... d'allusions. de gens indispensables. Avec Piqueco à la régie, qui s'en occupe bien d'ailleurs, elle est assez performante, on doit le dire. Elle a mis du temps à devenir des pros à notre hauteur, oui, mais là c'est fait. Mais là, ça commence à devenir craignos. Un petit peu, parce que c'est vrai que on n'a plus trop tendance à regarder en arrière, nous, quoi. Hein, faut le dire comme ça. Qui est donc a lu un texte de notre Jean qui vient d'arriver. Heureusement qu'il te reste la régie de temps à autre pour briller un peu, parce que c'est vrai que... Ah oui, les auditeurs, ils plébiscitent chaque fois qu'il est là, à la régie. On a eu des tiens, il est là, il est encore vivant. Notre Jean, notre hussard noir qui est arrivé, je vous le répète, il sort de la pistoche, il est avec un grand brun, un costaud, chauffeur de camion et tout. Je ne veux pas en savoir plus sur leur relation. C'est plutôt un petit avec un ventre rond. Ah merde. Hein. Bon, j'avais encore préjugé de tes forces, oui. Pas plus de poils que toi sur le caillou, mais nettement moins sur le corps. Ouais. Ah bon? C'est pile? Écoute, Joe, on peut plus rien dire, tu vois.
C'est devenu trop compliqué. J'essaie de vous imaginer dans la pistoche comme Jean-Yann avec sur son camion. Et toi, Polo, qu'est-ce que tu penses de la 5e symphonie de Beethoven? C'est pas ça, non? Ouais, mon Jean. Ah bah non, c'est pas à toi, non, c'est à pas du tout, non. Encore à moi. Oh non. Non, quand Jean est pas là, je suis complètement déstabilisé parce que d'habitude c'est lui qui cause. Et là, c'est moi. Bon. Bah, quand il est là, t'es encore plus déstabilisé. Et tu causes encore plus, du coup, donc. C'est ça, ouais. Hein. Bon, histoire de vie, histoire d'artiste, je vais vous causer ce matin de Michel Basquiat. Et si j'ai le temps, parce que je parle beaucoup, je me suis aperçu que je parlais un peu trop quand même. Si j'ai le temps, je vous parlerai d'Urbain, un artiste contemporain qui vit lui encore, parce que Basquiat l'a glissé très jeune d'ailleurs, une overdose de ces choses, de ces substances illicites que des artistes ou pas prennent plus ou moins régulièrement. Chez Basquiat, c'était assez... pour ça, il picolait pas, mais il se piquait, quoi, voilà. Basquiat, un artiste assez... comment dirais-je, qui n'a pas vraiment de prédécesseur, qui n'a pas non plus... qui a beaucoup de successeurs, par contre. Voilà. Il y a des Basquiat, il en a pondu, mais un nombre invraisemblable. C'est comment ça pourrait être un peu comme les bactéries, vous voyez, ça, la bactérie mère, et puis après il y a tous les petits, quoi. Bon. Il en a plus d'ailleurs peint depuis sa mort que. Oui. Avant, oui. Et si vous allez au marché de la Bastille, à Montparnasse, vous verrez là, il y a des grands fils putatifs de Basquiat. Bon, bref. Basquiat, qui était, comme vous le savez ou que vous le savez pas, c'était un graffeur à l'origine. Il faisait que du texte sur les murs de New York. Mais il avait une originalité, c'est que au lieu de graffer simplement son nom, des choses comme ça, lui, il écrivait des petits textes, des petits poèmes, des choses comme ça, ce qu'il a fait remarquer. Et puis il a évolué, et puis il s'est mis à dessiner des choses reconnaissables, des personnages, des animaux, etc. D'une manière très enfantine, parce que bon, parce qu'il avait une formation artistique quand même, Basquiat, je pense. Il avait été un cursus artistique, oui, quand même. Mais comme beaucoup d'artistes contemporains, ils peuvent avoir une formation artistique, mais ne pas du tout maîtriser le graphisme, toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Mais lui, oui. Donc il travaillait sur n'importe quel support. La toile, c'était pas vraiment son truc. Les châssis fermés, tout ça, c'était plutôt sur des murs, sur des bouts de bois, sur des détritus divers et variés. Un travail très très abondant, très riche, qui l'a fait remarquer par une espèce de, comment dirais-je, de goule qui s'appelait Andy Warhol, un personnage sinistre de mon point de vue. Voilà, qu'il a rien fait pour que ce jeune artiste vive très longtemps. Voilà, c'est un petit peu, oui, je dis goule parce que c'est le genre de personnage qui, il y en a eu beaucoup comme ça dans l'histoire de l'art, et pas que dans l'histoire de l'art, de personnages qui sont épuisés artistiquement, dont l'imagination est devenue une espèce de désert des Tartares, et qui a profité de la jeunesse de Basquiat, de son imagination immense, pour se régénérer, en quelque sorte. Il s'est tellement régénéré que Basquiat en a crevé, quoi. Voilà. Ça arrive. Il y a beaucoup de films fantastiques aujourd'hui, de films d'horreur qui traitent de ce sujet, hein, où on voit des gens qui perdent qui deviennent des momies, quoi, parce qu'il y a une espèce de saleté qui a complètement bouffé leur énergie, quoi. À commencer par toute la série des Dracula, oui. Voilà, c'est oui, et voilà. Et Basquiat, c'est ça, quoi. C'est sa vie terrible. En même temps, une anecdote que je me lasse pas de répéter, mais qui est de Basquiat, qui dit quand il y avait des vernissages de ses œuvres à New York, faut dire que les gens qui achetaient son travail étaient souvent des gens, ce qu'on appelle des branchouilles maintenant, enfin des gens de la société new-yorkaise, un petit peu comme ça, pas très bien dans ses baskets, de la tête surtout. Et ils adoraient particulièrement les œuvres que Basquiat avait fait quand il était chargé. On dit chargé de gens qui ont beaucoup absorbé de drogues diverses et variées.
Et Basquiat, de son avis, lui-même disait que c'était les choses les plus moches qu'il faisait, quoi, quand il était chargé. Mais les gens aimaient dire à leurs copains, ouais, j'ai acheté une toile, j'ai acheté une œuvre de Basquiat. Il était complètement défoncé quand il l'a fait, quoi. Tu vois, il y a dans les œuvres des artistes, apparemment, il y a la signature qui est importante, et aussi de connaître un peu sa vie complètement exubérante, hallucinante, complètement dépravée, etc. Ça aussi, c'est un point très important. Un artiste qui travaille pendant les heures de bureau, avec des charentaises, et puis qui boit pas, qui fume pas, limite qui baisse pas, ça c'est pas intéressant. Même s'il fait des chefs-d'œuvre, ça pas vraiment d'intérêt. Ça me fait penser à quelqu'un, mais pour l'instant, j'arrive pas à mettre le nom dessus. Bon, ça va. Bon, enfin, on croit toujours qu'on parle de lui. Non, c'est incroyable, c'est égocentrique. De me regarder comme ça et te regarde un petit peu. Bon, bref. Non, je te regarde parce que je te trouve plus beau que les murs, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Enfin bon. Vous avez remarqué qu'il se fout de ma gueule, hein, mais ça c'est récurrent. C'est à peu près tous les mardis matin. Surtout quand il y avait la piscine, pour se venger d'Antonio, voilà, c'est moi qui prends. Bon, c'est Antonio qui s'appelle, non? Oui, Antonio. Entre autres. Enfin, bon. Donc Basquiat dans tout ça. Voilà. Enfin, c'est un météore. C'est l'expression consacrée par les critiques qui savent pas du tout quoi dire sur un artiste qui ressemble pas à tous les autres. Voilà, il y a pas donc comme j'ai dit, il est arrivé dans l'histoire de l'art, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, mais il a laissé quand même un impact assez important. Ça a fait crever quelques dinosaures de la peinture ou de la conception graphique, etc., quoi. Ça a donné un souffle nouveau à l'art contemporain. Mais bon, ça s'éteint tout doucement, puisque je vous dis, il est mort, et que ses suiveurs, par contre, ils donnent une image de l'art qui est assez déprimante. Voilà. Ça, c'était la contribution de Basquiat à Racaille, et aussi à l'histoire de l'art avec un grand A. Mais moi, je l'aime beaucoup. J'avais vu une exposition de lui au musée Mayol. J'étais presque tout seul dans la salle, dans l'expo, parce que il faisait pas courir les foules à ce moment-là. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Même pas dire fascinant. Mais il y a aussi le mélange de l'histoire de Basquiat, tout ça voilà. C'est comme pour Modigliani. Oui, c'est un superbe dessinateur aussi, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Et puis bon, peut-être un des plus beaux représentants de notre thématique d'aujourd'hui, les mots dans la peinture. Absolument. Lui, il a poussé ça quand même. Oui. C'est loin. C'est loin, oui, parce que c'était quand même aussi la suite, si tu veux, enfin, si on peut dire ça, oui, de son travail de graphe sur les murs de New York, où là aussi, il écrivait donc, au lieu de simplement graffer son nom comme le font la plupart des graffeurs, il écrivait des petits poèmes, etc. Il a continué à écrire dans son travail, à continuer son histoire. On peut lire son travail de deux manières, en regardant évidemment le travail graphique, les illustrations en quelque sorte, et puis le texte. Voilà, ça c'est intimement lié, c'est très important de comprendre les deux, enfin en tout cas d'essayer de comprendre les deux qui sont liés, quoi. Voilà. Ça c'est notre camarade Basquiat, puis il y a notre camarade Urbain. Alors c'est un artiste qu'on attend ici depuis des années, mais il est tellement imbu de sa personne qui voilà, il hésite encore. Bon, on espère qu'on le verra un jour. Vous pouvez vous pouvez regarder ses œuvres si vous allez à Montparnasse. Je parlerai pas de l'autre, je parle seulement de Montparnasse, parce que je trouve qu'il est mieux à Montparnasse qu'ailleurs, mais bon. Il n'en vend presque pas d'ailleurs, non plus. Il y a beaucoup d'ailleurs, moi je vends d'ailleurs. Lui, il vend pas. Voilà, c'est un artiste aussi qui écrit beaucoup dans son travail, moi je le classe dans les on classe pas les artistes, mais je dirais plutôt de tendance brute, pas fou, hein, mais brute. Voilà, c'est pas un travail voilà très très classique, très académique, parce qu'il y a du travail de peintre qui peut paraître même s'il est un peu décalé par rapport aux choses réalistes, qui peut paraître classique, mais lui non, pas vraiment. Et c'est un assemblage, c'est souvent des collages, c'est souvent des œuvres très très chargées. Il y a des dizaines de choses à regarder. Tout ça se mélange un peu, mais c'est pour moi en tout cas, il est tellement loin de de toutes les conventions artistiques. Il n'a pas fait d'école d'art, il n'a pas fait des beaux-arts,
il est, je crois, assez autodidacte, mais il a fréquenté quand même. Il est né à Montparnasse et sa maman buvait le café avec Giacometti, ceci peut dire. Voilà, il a fréquenté des gens qui étaient aussi des artistes un petit peu à la marge, mais quand même qui faisaient des œuvres. Il a participé à La Plage, qui était une revue, je me souviens plus de son fondateur, qui est mort il y a quelque temps, avant qu'on l'invite ici d'ailleurs, qui était une revue un peu intimiste, mais qui comptait dans le milieu de l'art apparemment. Voilà. Donc Constant, son prénom c'est Constant, son nom d'artiste c'est Urbain, et si vous voulez, parce que bon, je pourrais vous en raconter aussi comme pour Basquiat pendant des heures, mais il y a Jean qui commence à me regarder d'un air sévère, puis qui écoute, qui arrête pas de se dandiner dans la régie, donc j'abrégerai pour vous inciter à aller au marché au Montparnasse, là, boulevard Edgar Quinet, le dimanche matin, le dimanche toute la journée, et vous pouvez pas vous tromper, il y en a qu'un comme lui. Si vous voyez un stand bordélique comme c'est pas possible, avec plein d'œuvres à regarder, bah c'est Constant, voilà. Attention, vous marchez quand même. Oui, attention, vous marchez. Puis de temps en temps, il y a tout qui s'effondre. Bon. Non, moi j'y suis allé quelques fois et je veux dire, quand on entend un gros badaboum sur le marché, c'est le stand de Constant qui se remet en place tranquillement. Je peux être, oh comment je peux être, oh comment je peux être, oh comment je peux être, Saul, comment je peux être plus productif, plus créatif, comme Basquiat, man. Je sais pas. Drink more. Comment je peux être, oh comment je peux être, Je sais pas. oh comment je peux être, What you gonna do? oh comment je peux être, le chercheur d'or a trouvé l'or, je mange la terre rouge, je bois l'asphalte noir et je crache sur la toile des signes préhistoriques qui éblouissent le futur. Oh, je suis le roi courroucé, je suis l'amoureux blessé, ma couronne de diamant, ma couronne de feu, ma couronne de sang, je la dépose tendrement sur ton sexe offert, puis je la jette dans la gueule de la lumière. Oh, je suis Jean-Michel Basquiat, je suis Jimi Hendrix, je suis Charlie Parker, je suis une superstar, je suis une méga superstar. Ma navette spatiale explose en plein vol. Oh, Black Moon, narcotique, Blue Balloon, cher Mr. Ogun, créateur du Big Bang. J'arrache à Picasso son pinceau sexuel, et avec ce pinceau sexuel, je repeins le monde, et le monde n'a plus la même couleur. Je repeins le monde, et le monde n'a plus la même couleur. Yeah. Oh comment je peux être, oh comment je peux être, oh comment je peux être, oh comment je peux être. In the sky, boom, coming down the mountainside, boom, the question of identity, woe is me, pop is captive, set boom free, boom, blood stains on asphalt, false start, closed fist, open heart, Polaroid cardiac, salt peanuts, king of crack, and it's like that, and it's like that, and it's like that, and it's like that, boom, the coming of going, the absence of knowing, an absent and glowing, time lapse, fast and slowing, the ground starts to shaking, monster from the lake of infinity, B-boy of divinity, shaman, amen, Ron LC propel me, up and away, tag name here to stay, boom, 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 boom. Comment je peux être, oh comment je peux être, oh comment je peux être, oh comment je peux être.
C'était Basquiat par Arthur H. Sur Radio Libertaire, c'est toujours la même voix, la voix de la Fédération anarchiste. En Dieu, sans mettre à Récaille avec Piquet-Cou, notre Jean, notre hussard noir, je répète, qui est enfin arrivé. Bon, ben, on en reparlera tout à l'heure. C'est ton coup de fil, en fait, qui m'a mis un peu en retard, du coup... C'est ça, oui. Oui, et puis, il va nous filer le bébé. Non, mais il est fort. J'ai pas l'air sérieux, comme ça. Ouais. Mais je suis pas sérieux, en fait. Non, mais je sais bien ce que je pensais, oui. Enfin bon. Et tout de suite, notre Piquet-Cou, après cette pause musicale consacrée à Basquiat par Arthur H. Histoire de l'histoire d'artiste. Piquet-Cou raconte, je vous le demande, Émile. Je raconte Louis Souterre. Voilà. Un artiste suisse, injustement méconnu du grand public, dont nous avons découvert le travail lors d'une exposition à la Maison Rouge à Paris cet été. Louis Souterre, c'est 1871-1942, un artiste violoniste, peintre, dessinateur. Un artiste qui a produit la plus grande partie de son œuvre enfermé contre son gré à partir de 1923, donc il avait 53 ans. Il a été enfermé jusqu'à sa mort dans un hospice pour vieillards à Balègue, dans le canton de Vaud. Un enfermement donc qui a duré 19 ans. Un père pharmacien, une mère musicienne, Louis Souterre entame des études d'ingénieur qu'il abandonne pour l'architecture, abandonné à son tour pour une carrière musicale. Il part à Bruxelles suivre l'enseignement du violoniste Eugène Ysaÿe. Il est plongé dans le Bruxelles artistique, riche, stimulant, de l'art nouveau et du groupe des vins et du symbolisme. Là, il rencontre Madge, une américaine, chanteuse, élève de Ysaÿe. Il part à Lausanne suivre des cours de peinture, de dessin, il va à Paris. Il épouse Madge et ils partent ensemble aux États-Unis, créer un département d'enseignement de dessin et de peinture dans un collège à Colorado Springs. Ses cours sont prisés, des articles de presse élogieux se font l'écho de son succès. Pourtant, à chacun de ses retours en Europe, Souterre apparaît de plus en plus amaigri, son couple va mal, lui aussi. Il rentre en Suisse, divorce et gagne sa vie comme premier violon dans l'orchestre de Genève. Il a hérité des États-Unis des goûts de luxe, il dépense très vite le petit pécule qu'il a rapporté. Il est mis donc sous tutelle et sa carrière de violoniste bat de l'aile. Il a des absences lors des concerts et de premier violon, il va se trouver réduit à offrir ses services à de petits orchestres. Cette période marque le début d'une rupture dans son art, avec un trait de crayon de plus en plus libre, une rupture qui va être confirmée lors de son enfermement en 1923. Et à partir de cette date, on peut distinguer plusieurs périodes dans son œuvre. Une période dite des cahiers. Limité par ses faibles moyens financiers, Souterre dessinait au crayon ou à la plume et à l'encre, et ne pouvant s'acheter du papier correct, il travaillait sur des petits cahiers d'écolier, lignés ou quadrillés, dont le format déterminait non seulement ses sujets, mais son style de dessin. Quand il ne pouvait plus acheter d'encre, il allait à la poste du village et c'est là qu'il dessinait. Il travaillait par hachures irrégulières, verticales, horizontales, se croisant plus ou moins fines et serrées, plus raides ou plus souples, le crayon s'appuyant, noircissant certains détails qui se trouvaient en retrait pour faire ressortir des volumes éclairés par la lumière. Continuellement à la recherche de supports pour ses dessins, Louis Souterre illustrait des livres de toute origine, une Bible, un livre de prières protestants, un recueil de contes et légendes, et ces illustrations emplissaient presque toutes les pages de titres, les versos de fin de chapitre, les marges, les blancs des alinéas, des pages de texte, de motifs décoratifs, de compositions abstraites, couvrant parfois le texte lui-même d'inscription. Vient alors ensuite la période dite maniériste. L'épanouissement de cette période trouve son origine dans sa rencontre avec Le Corbusier en 1927, Le Corbusier qui faisait partie de la famille de Souterre. L'amitié de Le Corbusier, son intérêt pour son œuvre, son admiration, son aide financière aide Souterre. Là, il travaille sur un papier de meilleure qualité, de grand format, à la plume, à l'encre de Chine. Il entreprend des œuvres très élaborées, dessinées sur toute la surface du papier. Il dessine des fruits, des scènes de théâtre, des orchestres de jazz, puis des femmes à grandes dents qui tiennent une place importante dans son œuvre, et des femmes qui apparaissent de plus en plus dangereuses. Et la dernière période est la période dite de la peinture au doigt. Là, Louis Souterre souffre d'arthrose, il voit très mal, il ne peut plus tenir une plume ou un crayon.
Il trempe ses doigts dans la gouache ou l'encre pour coucher sur le papier des silhouettes noires, par groupe de 3 ou 4, en mouvement, dans des scènes de la vie quotidienne. Toujours des femmes, des crucifixions. Le malheur et la mort obsèdent alors sous terre. Il a peint également des peintures en couleur, utilisant la peinture à l'huile, rehaussée de gouache et d'encre de Chine, sur du papier ou du carton. Lorsque l'asile du Jura dut se débarrasser de l'œuvre de Souterre, il fut organisé une vente. Ses dessins furent vendus 5 centimes, c'est-à-dire 1 sou de l'époque, sachant qu'un petit pain coûtait 4 sous. Ils valent aujourd'hui des sommes considérables. Beaucoup ont écrit sur Souterre, Le Corbusier, Hermann Hesse, Jean Giono, qu'il fit découvrir à Dubuffet, Hervé Desrosas y fait également référence. Oui, ça c'est vraiment le catalogue de l'expo que vous pouvez probablement trouver encore à la Maison Rouge, dans sa petite librairie, là, est magnifique. Ouais. C'est un artiste vraiment unique, hein, parce que là on voit que, enfin, ce que Piquet-Coët a dit, c'est qu'il était mort en 1942. Et à voir son travail, si on ne le connaissait pas comme ça, on jurerait qu'il a peint ça dans les années 60, 70. Quoi. C'est impressionnant, autant d'avance sur sa propre époque. C'est rare, hein. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Si, ou alors il faut remonter aux prémices de l'art moderne, ou des choses comme ça, où il y a des artistes qui ont aussi été en avance sur leur époque. Ouais, plus tard, c'est plus rare. Oui. Pour bien en tirer la boue ou bien la guerre. Je te laisserai choisir ton arme comme le vin les vrais duels. Et je sauverai ton âme comme on brûle les ailes. Rappelle-toi les vieux cahiers de nos écoles buissonnières et ces parchemins qui volent aussi vite qu'un hasard. Et pas du temps, comme l'eau sous les ponts, vivront éternellement, pour le veuille ou non. Reste bien aux aguets, sans jamais regarder en arrière. Louve trompeuse, tortue et carnassière, aux paroles baveuses et meurtrières. Et les vieux cahiers de nos classes, tout buissonnières pour la plupart. Et ces parchemins qui s'effacent aussi vite qu'un hasard. Et pas si temps, comme des girouettes en prison, tournant éternellement. Qu'à me faire hurler de rire, et jette l'ennui et ses parades au rayon des souvenirs. Pour le bois ou la pierre, choisis ton arme. Je vais regarder brûler et pas en prenant tout mon temps.
qu'un hasard. Les mots carillonnent qu'il est déjà trop tard. C'était Café Bertrand, les pages du temps. Sur Radio Libertaire, excusez-moi, Jean m'observait d'une manière attentive, donc j'étais perdu dans son regard. Vous êtes sur Radio Libertaire, bien entendu. La voix de la Fédération anarchiste. Faut dire que j'ai des grands yeux, des yeux de poupée chinoise. Ouais, oui, sans Dieu, sans mettre, sans publicité. S'il te plaît, ne me trouble pas dans les annonces. Sans Dieu, sans mettre, sans publicité. Avec Piquet-Coup à la régie, vous êtes rendu compte, j'espère. Notre Jean, notre hussard noir qui va tout de suite vous en compter une bien bonne. Sur qui, oui. mon Jean Sur Juan Gris. Mais avant Juan Gris, je voudrais... nous avons notre Arletty à nous, qui va bientôt fêter ses 40 ans, et je voudrais lui balancer une petite devinette. C'est juste pour elle. Hein. Arletty à nous. Notre Arletty à nous. Tu vois pas de qui je parle? Pas du tout. Oh là là, Robert, c'est pas vrai. Qui va fêter ses 40 ans? Non, ça te dit rien. La dame, on Quelqu'un qui aurait la fraîcheur de la Parisienne éternelle, tu sais, puis, mais aussi dans l'œil. Cette petite lueur qui n'appartient qu'aux femmes qui sont nées au bord du lac de Caume. Une petite devinette rigolote. Oui, bonjour. Si elle a la solution, elle appelle Piquet-Coup au 01 43 71 89 40. Oui, bonjour. Celle-là. Elle est toute seule à jouer. Hein. C'est quel est l'animal le plus riche? Quel est l'animal le plus riche? Je précise que ce n'est ni le lapin, ni le cahuzac, ni le Fabius. Hein. Je donne la solution à la fin de mon petit papier, donc sur Juan Gris. D'accord. José Victoriano González, figure-toi. C'est moins drôle. Juan Gris, c'était un pseudo. Ouais. Hein, comme certains qui signent Flomo, tu vois. Oui, bien sûr. Faux cul. Bref, 1887-1927, Juan Gris. À 15 ans, il dessine déjà pour des périodiques madrilènes. Ah oui, non, mais les Espingouins, ils sont toujours précoces. Hein. Mais quelque part, oui. Enfin, c'est ce qu'ils disent. À 19 ans, c'est ses premières illustrations littéraires, mon cher Robert. Bon, il est complètement écœuré. Oui, il est complètement. Oui. Et à 19 ans, c'est à 19 ans également qu'il part à Paris, hein, où va s'installer au Bateau Lavoir. Pas besoin de t'en dire plus. Bateau Lavoir. Pour gagner sa vie, il dessine dans l'assiette au beurre, le Charivari, le Cri de Paris. Tu vois, 19 ans, pas mal. Hein. En 1911, donc, il est pas beaucoup plus vieux, il vend ses premières toiles. Hein, il pratique un cubisme, je vais dire, assez personnel. Hein. Il restera d'ailleurs toujours très personnel. Hein. Son cubisme, sans doute l'artiste cubiste peut-être qui a été le plus influencé par Cézanne. Je dirais, au moins au niveau de la théorie. Hein. Voilà. En 1912, il expose pour la première fois au Salon des Indépendants. Hein. Dans la même année, il expose aussi avec la section d'or. Hein. On en a déjà parlé ici. Marcoussi, hein, le mec à Alice Alika. Hein. Ai-je besoin de vous en reparler? Hier. Oh, non. Hier, oui. Glaise, Metzinger, je sais pas comment. Metzinger. Voilà. La même année, toujours, il signe un contrat d'exclusivité avec Kahnweiler. Ah, bah Ce que Robert s'est toujours refusé à faire. Il tenait trop à sa liberté. Le marchand de Picasso. Hein, le marchand de Picasso et d'autres. Hein. Sa palette sont des tons argentés et estompés. Hein. En fait, il utilise souvent pour faire ses toiles une seule couleur, mêlée soit de noir, soit de blanc, hein, qui lui suffit pour exprimer toute la gamme des valeurs. Hein. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est le plus classe. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Élégant, tous les peintres, le plus élégant, c'est ce que je voulais dire. Tu sais comment avoir l'air élégant, en fait? Non. Non, tu sais pas? Non, bonjour. Bah, tu mets des gants troués, comme ça, t'as à la fois l'air élégant. Donc. Oh non, bah là, je tombe bien bas, là, franchement. Non, je trouve pas. C'est Zappy Max, là. Je la trouve mignonne, et tu vas voir, celle sur l'animal le plus riche, elle est mignonne aussi. Non. Vous attendez pas un truc crade avec moi? Non. Ça ne l'est jamais. Oh non, hein? jamais. Ça, c'est pour le off. En tout cas, pas à l'antenne. Juan Gris sera aussi l'un des premiers à introduire le collage hein, dans sa peinture par le biais de papiers imitant soit le marbre, soit le bois, hein, mais aussi des morceaux de toile cirée. Il mettait dans sa peinture des fragments de miroir également, et bien sûr des extraits des morceaux découpés de journaux ou de livres. Hein. Ce qui en fait d'ailleurs l'objet de sa... C'est le premier qui a fait ça, non ?
Je trouve que c'est un des premiers et surtout celui qui, pour moi, l'a poussé le plus loin, avec le plus, disons, de cohérence. Hein. Voilà. Et c'est ce qui en fait, évidemment, l'objet, la raison de sa présence dans notre émission d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. En 1912, en fait, il réalise un portrait de Picasso, hommage à Picasso, je crois, qui est le titre de ce tableau. Hein. Apollinaire, en fait, l'a défini, ce tableau, comme le premier tableau cubiste intégral. Ah Picasso ne devait pas être content. Ah, il devait pas être content, oui. Alors, il faut préciser que Picasso n'a pas posé pour ce portrait. Hein. Juan Gris est parti d'une vision globale de son modèle, hein, où se mêlaient souvenirs, impressions personnelles et concepts. Hein. Il en a tiré par un lent travail, hein, c'était vraiment sa manière de bosser, tout ce qui fonde en fait le pouvoir plastique du tableau et lui assure une existence autonome. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans sa peinture. Hein. Concilier le réel et l'idée que l'artiste s'en fait, c'est Juan Gris, hein, c'est vraiment le premier à avoir initié ce que Braque et Picasso ont ensuite développé dans ce qu'ils ont appelé le cubisme synthétique qui a duré quelque temps. Voilà. En 1913, il passe quelque temps à Céret. Hein. Qui n'a pas passé quelque temps à Céret, où il va quand même avoir Gertrude Stein et Léonce Rosenberg qui vont lui acheter quelques toiles. D'accord. Léonce Rosenberg avec lequel il signera un contrat quand Kahnweiler aura été obligé de quitter le pays une première fois. 1914, c'est Collioure, il rencontre Matisse et Marquet. Hein. Moi, je trouve que c'est la période pendant laquelle il fait ce que moi je considère comme les œuvres majeures du cubisme. Je ne sais pas pourquoi il est aussi peu visible aujourd'hui, où il souffre tellement de la comparaison avec Braque et Picasso. Avec Madame Braque et Monsieur Braque. et surtout Picasso, parce que, moi je trouve qu'il est allé plus loin. En plus, c'est un espèce de météore, hein, il n'a pas vécu très très longtemps. Voilà. En 1915, il inaugure une série de ce qu'il va appeler lui-même les fenêtres ouvertes, hein, où il combine en fait espace extérieur et intérieur, où l'univers clos du cubisme se voit rigoureusement maintenu. Hein. Voilà. Il avait écrit... qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore Voilà, en 1916, il s'installe en Touraine avec sa femme qui s'appelait Juliette ou Huguette, là j'ai oublié. Voilà, et il faut préciser qu'entre deux toiles, il dessinait énormément. Encore une fois et toujours, je trouve que les sculpteurs comme les peintres les plus intéressants pour moi sont d'abord et avant tout très grands dessinateurs. Hein. Je n'arrêterai jamais de le dire. En 1921, là ça va te faire marrer parce que Diaghilev lui demande de le rejoindre à Monte-Carlo pour réaliser costumes et décors d'un de ses ballets. Il arrive trop tard. Hein. Picasso s'est précipité et a déjà commencé le travail. D'accord. Oui. Bravo. Celui-là, c'est un phénomène. Bravo. Bon, ceci dit, il se fâche même pas. Juan Gris, c'est vraiment, comme tu dis, quelqu'un de très élégant. Hein. Et ce n'est d'ailleurs que partie remise puisqu'il fera les décors comme les costumes de Diaghilev en 1922 et en 1923. Hein, 2 années de suite, voilà. Emporté par une crise du Rémy, Juan Gris, je l'ai déjà dit, est le plus cohérent des cubistes. Hein. Oui. Il avait écrit, je finirai sur une citation, « Le monde dont je tire les éléments de la réalité n'est pas visuel, mais imaginatif. Peindre, c'est prévoir ce qui se passe dans l'ensemble du tableau en y introduisant telle forme ou telle couleur et prévoir ce qu'il peut suggérer en tant que réalité à celui qui le regarde. C'est donc en étant mon propre spectateur que je dégage le sujet de mon tableau. » Il y a une belle cohérence dans tout ça. Hein. Voilà. Est-ce que notre Arletty a appelé ou pas? Non, pas du tout. Donc, ça se trouve, elle ne vous écoute même pas. Je donne la solution. L'animal le plus riche, c'est la petite souris. Ah ouais? Ah bah oui, ah la vache, oui, bah oui, évidemment, oui, c'est sûr. Depuis qu'elle récolte des petites pièces depuis des siècles. Et puis dans son jardin, on marche sur des dents, hein, je peux vous dire, il y en a une sacrée quantité, pas besoin de gravier, voilà. D'accord. Allez, bien celle-là. Hein, et c'est capté car il nous est à l'autre bout de... Voilà, je précise que c'est une devinette carambar.
Il faut quand même rendre à César ce qui est à Oui, César. tout à fait. Et pas d'inquiétude, hein, les devinettes carambar continuent. Hein. C'était une mauvaise blague d'un mauvais plaisant. D'un mauvais un spécialiste mauvais du de chez marketing. mauvais, quoi. Ça a marché, malheureusement. Ouais, ça a marché, évidemment. Ouais, Juan Gris était aussi, dans ma jeunesse, une énigme. Parce que je trouvais, évidemment, moi je déteste le cubisme, mais je trouvais que lui, justement par ses couleurs, ses harmonies de couleurs, était vraiment quelqu'un... Ça se sentait que c'était quelqu'un de doux, d'élégant, de tout le contraire de Picasso qui était une brute épaisse. Lui, c'était quand même, voilà. Moi, ça m'interrogeait en tout cas. Je rejetais pas du tout son travail et en même temps, je comprenais pas déjà quand j'étais beaucoup plus jeune, je comprenais pas qu'il ait si peu de succès, quoi. Enfin, de succès de mémoire en tout cas, tu vois. Sans doute un problème de vitalité qui dure encore aujourd'hui, puisqu'il est toujours un peu étouffé par Picasso, alors que je trouve son cubisme est en train de devenir bien plus moderne que celui de Toujours Picasso. comme les grands artistes. Il aura sa revanche. Oui, bien sûr. Les grands artistes, je suppose qu'il y a quelques amateurs qui ont des œuvres de lui et qui les gardent précieusement à l'ombre des rayons du soleil, parce que, c'était une peinture délicate qui ne pourrait pas supporter la violence des rayons ultraviolets. Bon, moi, je suis désolée, je vais l'écraser un peu plus. Je vais programmer Pablo de Reggiani.
c'était donc Pablo par Serge Reggiani. Serge Reggiani en fin de vie, et ça se sent, hein, bon. non, je déconne. Enfin, presque. Sur Radio Libertaire, Arraka, Piquécou, Jean et Shlomo, et puis une autre Jean qui va tout de suite vous causer des espoirs, allez voir absolument. Et quand on dit absolument, c'est absolument. Absolument. Tiens, je me dis que quand on fêtera les 80 berges de notre Arletty, on pourrait en fait fêter tous nos anniversaires avec un peu d'avance, un peu de retard. Ouais. Tu vois, Piquécou pourrait fêter ses 90. Ouais. Avec un peu d'avance, moi mes 100 avec un peu d'avance, et toi tes 120 avec un peu de retard. Bon. Là je te raconte pas, il faudra quand même au moins 2 caisses à savon à Piquécou, une dans laquelle il y aura Robert, et l'autre dans laquelle il y aura son pacemaker. non mais franchement, il devient de plus en plus insupportable. Je sais pas si vous avez remarqué. Et je sais pas, je trouve que je deviens insolent. Ça, c'est possible que ce soit à force de fréquenter Piquécou. Oui, ça, oui, c'est possible. Et toc, la fée clochette. Notre fée clochette. La première, c'est du buffet. Ah tiens donc. Scription jargon gribouillis. Ça, c'est à la fondation du buffet, 137 rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est valable jusqu'au 12 juillet. Oh, ben, je crois que je vais y aller. Mais tu le sais qu'il fut aussi écrivain et poète. Hein. Il a d'ailleurs... il a écrit d'ailleurs 3 bouquins, 3 volumes énormes. Oui, et que tu trouves... tu préfères à sa peinture, faut être honnête. Presque, oui. Il souhaitait se débarrasser du poids des connaissances et de la culture, Jean Dubuffet. Mais il écrivait pourtant beaucoup sur ses œuvres, comme sur l'art en général, glissait de l'écrit dans ses œuvres un peu à la manière du lettrisme, mais de façon plus automatique, moins contrôlée, donnait un soin particulier au titre de ses travaux et entretenait une intense correspondance avec ses amis. Ainsi, les relations nouées avec Gaston Chessac ou encore Robert Gaillot ont débuté sous le signe de l'écriture. Leur correspondance, constituée de 448 lettres, est une mine pour relire leurs œuvres. Toutefois, Dubuffet ne se déclarera jamais pleinement satisfait de ses écrits, aussi pleinement qu'il le fut de ses travaux de peinture. Et là, il a tort. Des messages de 1944 aux noires scriptions de 1984, du graffiti quasi illisible au gribouillis hautement cérébral, l'exposition organisée à la Fondation Dubuffet explore cette présence de l'écrit dans sa peinture. Une forme d'écriture qui, si elle semble parfois relever davantage du peindre que de l'écrire, révèle la porosité qui existe entre les deux pratiques, souligne la commissaire de l'exposition. Porosité, un mot à la mode pour définir les relations entre l'UMP et le Front National, par exemple. Absolument. L'école de Shanghai, 1840-1920. C'est osé. Enfin, bon. Ça, c'est au musée Cernucci, 7 avenue Velasquez, dans le 8e arrondissement de Paris, jusqu'au 30 juin. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit que le 19e siècle soit ta période préférée, cher Robert. Enfin, c'est pas le quartier. Mais enfin, pendant ce 19e siècle, la dynastie Qing est profondément ébranlée par la révolte des Taiping et la menace militaire des puissances occidentales. À partir des années 1840, le centre-sud de la Chine est le théâtre de conflits armés qui ravagent les villes de Nankin et Jiangsu. La communauté d'artistes qui avait participé au rayonnement exceptionnel de ces cités au XVIIIe siècle est alors dispersée. De nombreux peintres et calligraphes, fuyant les conflits, convergent alors vers la région de Shanghai, où se développe une nouvelle culture influencée par les échanges avec le reste du monde. Ces bouleversements historiques seront à l'origine d'un véritable renouveau des arts caractérisé par la libération du trait et l'irruption de la couleur. La transposition des modèles calligraphiques dans le domaine de la peinture consacre la puissance expressive du trait. C'est probablement dans la catégorie des peintures de fleurs et d'oiseaux que cette évolution du style est la plus manifeste. La tige d'une plante, la queue d'un poisson sont animés d'un puissant dynamisme dont l'effet est renforcé par des tons vifs, parfois empruntés à la palette occidentale. Voilà. Comme souvent, je connaissais absolument pas cette partie de l'histoire de l'art chinoise. Oui. D'accord. Parce qu'on avait parlé de citrouille amère, mais bon. Ouais, du moins de citrouille amère, oui. Ouais, et je voudrais juste signaler que les éditions de La Différence, avec lesquelles on fait... on croise régulièrement des émissions, ont publié un somptueux carnet de Miguel Barcello avec un texte de Michel Butor, dont Piquécou a lu un autre extrait aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle Une nuit sur le Mont Chauve, donc c'est signé
Michel Butor et Miguel Barcello, aux éditions de La Différence. Voilà. Ouais, le titre est bien trouvé sur le manche chauve. Bon. Tu n'en diras pas plus, bien Non, sûr, non, j'en dirai pas. parce que tu es quelqu'un de discret et de délicat. Oh. Oui, les deux épithètes ne sont peut-être pas C'est ce tout à fait justes. c'est ce que m'ont dit tous les gens qui t'ont fréquenté. Oui, bien sûr. Mm. Bon, À mon grand étonnement, il faut bien le reconnaître. je passe tout de suite aux œuvres de la RFA. Nous pourrons passer la pause musicale à l'ultime seconde d'émission, étant donné que le camarade qui fait l'émission suivante, qui s'appelle mon Jean. L'émission, le camarade? Les deux. Laurent, Laurent, de... pour Exismes, Et qu'est-ce que c'est, vrai Existme? Ça veut dire un quoi? cocktail de musique radicale. Exact, mon Jean. Tout de suite, des nouvelles de notre librairie Publico, dont on vous parle ici tous les mardis ou presque. Sauf quand il y a des invités, parce que quand on a des invités, on les laisse tchatcher parfois un peu trop, mais bon, il faut faire avec, n'est-ce pas? J'en dis un peu plus. Salut à tous et à toutes. La librairie du monde libertaire a besoin de vous, mon Jean. La librairie du monde libertaire, c'est quoi donc? Oui, de toi aussi, mon Jean. C'est quoi donc? Un espace militant, accessible 38 heures par semaine, 50 semaines par an, des milliers de livres, et puis des revues, et des DVD, et des CD, ce que je vous répète tous les mardis. Mes camarades en sont témoins, qui en ont vraiment rien à foutre de ce que je raconte. Des débats, des films, me regarde pas comme ça, Jean. Des expos, des rencontres avec des auteurs. Nous y avons participé d'ailleurs pour présenter le livre de Garousque, qui était, comment, ma chère camarade, vous qui avez une mémoire. L'intranquille. L'intranquille, voilà. Un livre magnifique, tout petit, qu'on vous conseille une fois de plus de lire si vous en avez la possibilité. Alors donc des débats, des films, des expos, des rencontres avec des auteurs, des activistes venus du monde entier. Non mais vous vous rendez compte, des activistes. Voilà. Des ouvrages accessibles partout grâce à la diffusion par correspondance. Il ne faut pas l'oublier. Nous aussi, les anarchistes, on n'est plus au 19e, on fait avec les méthodes contemporaines de correspondance, le web et tout ça. Mais, comme on vous le répète encore une fois tous les mardis, l'argent manque. Et nous comptons sur vous, camarades auditeurs, pour nous aider à continuer notre boulot, pour maintenir et développer ce lieu important, moi je dirais vital, face à l'offensive du capital et de la banque contre les peuples. Ouais. Important face à la montée du fascisme et du nationalisme, du racisme et de l'homophobie, important face aux ensoutanés, j'adore là, on se croit vraiment, aux ensoutanés de tous les folklores qui pointent leurs masques hideux. Ça, c'est les camarades permanents de la librairie qui ont pondu ce texte, qui fera date dans l'histoire de la propagande. Nous lançons donc une souscription pour notre librairie. Vous pouvez nous aider. Verstehen Sie? Bon, par voie postale, en nous adressant un chèque à l'ordre de Publico. Vous faites comme notre camarade Piquécou, c'est confidentiel, c'est entre nous. Elle a filé 100 thunes. Enfin bon, voilà. À l'ordre de Publico, à notre adresse, à l'adresse de Publico, donc 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Personnellement, j'ai encore rien filé, mais je pense que je vais quand même faire quelque chose, un petit effort. Bon, quand même. Ah bon, voilà. En espèces ou carte bancaire directement à la librairie. Ou alors, personnellement, moi-même, en personne, je vous suggérerais d'aller directos à la librairie. Ça évite les frais postaux, ça évite les pertes, parce que ça choure dans la poste et tout ça. Bon, vous êtes sûr que les sous seront en place. Et c'est pour Laurent et Max qui vont les garder dans leur fouille, croyez-moi. Sur notre site librairiepublico.com, en achetant autant de fois qu'il vous plaira, l'article « Participation supplémentaire au port ». Ça, je comprends absolument pas ce que ça veut dire. Mais bon, Laurent et Max le savent, ils pourront vous l'expliquer. Alors, amis, compagnes, compagnons, camarades, travailleuses, travailleurs, nous comptons sur vous. Mais c'est sérieux, ce que je fais, parce que bon, c'est des fois un petit peu gavant, des textes un peu longs, mais c'est très important. Tout ce qui est dit là-dedans est exact.
Ce sont notre librairie, mais comme toutes les librairies, mais particulièrement les librairies militantes. Vous avez une librairie anarchiste, vous vous rendez compte que le pouvoir, c'est pas vraiment le truc qui va aider en premier. Quoi qu'il y a des prémices, il semblerait que la culture va accorder de la thune pour sauver les librairies, les petites librairies indépendantes. Donc on souhaite qu'ils nous oublient pas, surtout. Voilà, mais c'est pas la librairie, l'édition, comment dirais-je, la presse, les radios militantes comme celle-ci, tout ce petit monde, ce sont des associations loi de 1900 la plupart du temps, toutes ces petites structures sont en danger. Le grand capital nous submerge. Non, mais bon, moi j'ai la tête là, à peine qui dépasse la surface d'une mer démontée. Après je vais couler, vous inquiétez pas, je vais plus vous emmerder. Voilà, donc alors la librairie Publico, c'est le plus important en ce moment. Hein. Il ne faut pas qu'elle disparaisse, et elle est très très menacée. La librairie Publico. Et puis bon, donc j'ai pas la radio aussi, notre radio, celle que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez entendre la voix de Piquet, c'est quand même quelque chose. Hein. Vous avez pensé à France Q ou à Europe 1. Franchement, c'est les deux extrêmes. Hein, je veux dire, France Q, Europe 1, bon, voilà. Radio Luxembourg aussi. Vous avez notre gens, un cultureux comme ça, même à France Culture, ils essayent de le débaucher depuis des années, mais ils n'y arrivent pas. Et alors là, ils en sont verts chaque fois qu'ils l'écoutent. Putain, c'est Minero encore. Pardon, non, excusez-moi, non, c'est pas lui, hein, c'est Jean, hein, bon, enfin, qui est là, à la radio, ils s'en sont malades. Ils sont trop cons, ils me proposent des paquets de fric, qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Il y a aussi Radio Aligre qui essaye de le chourer, mais tiens, Walou, ils l'auront jamais non plus. Non. Hein ? Pourtant, ils t'ont fait des ponts d'or, hein, faut le reconnaître. Enfin, bah oui, mais pour que je vienne tout seul. Non, je pense. Oui, ça, ils aiment pas les gens qui rient, alors bon, ils préfèrent les gens qui pleurent. Mais ça... Les gens, ils savent très bien le faire, pleurer, hein. Ça, ils le font pas... Mais quand ils veulent le faire, attention, tout le monde sort ses mouchoirs. N'est-ce pas, la dame au lapin ? Bon. Et puis, donc, la radio, c'est très important. Et la radio, nous, on vous demande, si vous voulez, hein, c'est pas, on va pas vous chercher dans votre portefeuille, 20 € pour une carte d'auditeur par an, quoi. C'est pour quand même trop cher payé. Enfin, si ceux qui peuvent pas, qui ne se sentent pas coupables, hein, nous sommes des anarchistes. C'est-à-dire que l'argent, pour nous, quand on en a vraiment besoin, alors, soit on fait de la reprise individuelle, mais en ce moment, il n'y a pas vraiment de bande organisée pour apporter de la thune à la FA, quoi. Les travailleurs de la nuit, c'est loin. Puis, je sais pas, il n'y a pas de... Bon, bah voilà, les méthodes ont changé. Maintenant, on fait ça dans la légalité. Mais attention, pour l'instant, à mon Jean. Oui, les anarchistes, c'est seulement quand on en a besoin. Tu as vu ce que tu dis ? Et tous les mardis, depuis 4 ans, tu demandes du fric aux gens. Oui, enfin bon, c'est juste une mauvaise passe. C'est juste une mauvaise passe, hein, mais une fois qu'on en sera sorti pour de bon, on vous tapera plus, hein, c'est pas non. Quand on aura les revenus d'Europe 1 ou de France Culture, on n'aura pas besoin de vous taper. Voilà. Alors à la librairie Publico, vous pouvez retirer la carte d'auditeur, vous pouvez aussi, on en profite puisque notre camarade Laurent a dû s'absenter pour partir en province. Il nous a pas dit pourquoi, mais enfin, il est absenté. Il fait un peu ce qu'il veut. Il fait un peu ce qu'il veut, il est libre. Et puis nous, les anarchistes, on n'est pas curieux. Hein. Bon, on la liberté pour tout le monde. Mais enfin, bon. Si la semaine prochaine, tu pouvais nous dire ce que tu faisais la semaine. On va lui demander des comptes pour 2 semaines. Voilà, librairie Publico. Et vous pouvez donc prendre la carte d'auditeur. Vous pouvez aussi vous prendre... bon, enfin, je vous dirai la suite, hein, parce que j'ai encore une œuvre, j'aurais évoqué encore le sort d'une œuvre pour vous. En tout cas, vous pouvez aussi amis de la radio, parce qu'il y a une association des amis de la radio, qui aussi peut vous solliciter pour une aide ponctuelle. Et puis aussi, il y a une souscription pour la librairie Publico de quelques thunes, si vous voulez. Le minimum, c'est 5 par mois, soustrait sur vos comptes bancaires. Voilà. On l'a fait la librairie Publico. Maintenant, on passe au monde libertaire. Les gens, ils commencent à piaffer, là. Lui, quand sonne l'heure du déjeuner, hein, il faut pas trop... Voilà, il fait le geste pour me montrer qu'il a faim. Bon. Et il y a des gens comme ça, quand ils ont faim, ils deviennent pâles. Voilà, ils ont les genoux qui tremblent et il faut y aller d'urgence. Bon. Alors, le monde libertaire, le journal, l'hebdo de la Fédération anarchiste, qui lui aussi, comme beaucoup de journaux, comme la presse, depuis que
depuis que les NMPP ont disparu, qui permettaient à des petites publications de paraître comme les grandes, puisqu'il y avait une péréquation, c'est-à-dire que les grands payaient pour les petits. Voilà, c'est ça. Avec maintenant, ça a été privatisé, tout ça. Le Conseil national de la résistance de la fin de la guerre, on oublie, et maintenant c'est une société privée, Presstalis. J'ai un nom comme ça vous donne envie de faire pipi. Presstalis, vous entendez? Si vous avez envie de faire pipi, si vous allez être bloqué, vous dites Presstalis. Il y a un T quand même, hein, tu l'oublies. Oui. T'es vraiment un manipulateur. Oh, oui, c'est fou. Ouais. Non, un manipulateur. Et cette boîte, elle fait tout pour enterrer les petites publications, particulièrement les petites publications révolutionnaires, ça les dérange, ça leur donne des boutons, donc on est mal. Et puis faut reconnaître que on lit de moins en moins, surtout le papier. Maintenant, on a des ordinateurs, on se bousille les yeux à regarder les choses dessus. Voilà, même la lecture, maintenant, ça sera des iPads sur lesquels on lira des livres. Enfin, c'est assez triste tout ça. Bon, donc la presse. Il vous dit ça, mais il a un iPhone 9. Hein, oui, c'est ça, oui. Alors plutôt mourir. Je regrette déjà d'avoir un téléphone portable, que j'utilise un minimum, sauf pour appeler Jean. Et pour écouter Radio Liberté. Et pour écouter Radio Liberté le mardi matin, pour savoir s'ils se barrent enfin les émissions qui les précèdent. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, après tout, hein, chacun pour sa peau. J'arrive, il y a des fois j'ai honte quand même. T'as honte, hein. C'est vrai. Je devrais pas, mais... Non, non, toute honte but d'ailleurs. Bon. Et où en étais-je donc? J'en étais. Oui, alors aussi, vous pouvez trouver le Monde Libertaire en dépôt de presse à la librairie Publico. Et dans quelques kiosques d'élite de la capitale, le Monde Libertaire, et le hors-série du Monde Libertaire qui va bientôt paraître. Et puis, il y a un dépôt aussi à la librairie Publico du gratuit. Vous voyez, si vous êtes vraiment faucheman, vous avez le gratuit aussi. Bon, vous pouvez aussi vous abonner au Monde Libertaire. Vous savez que les journaux s'appuient, c'est le socle, sur les abonnements. Voilà. Et plus on a d'abonnements, plus on est sûr que le journal pourra encore respirer. Voilà, j'ai fait les 3 œuvres de la Fédération anarchiste, la radio, la librairie, dont je vous ai lu un texte que les camarades permanents de la librairie nous ont demandé de bien vouloir faire part à nos auditeurs du texte, évidemment, pas des permanents. Et voilà, et maintenant on va vous quitter, on va dire au revoir avec notre Dominique. Une annonce, une annonce sur la soirée de vendredi à Publico, vendredi 19 avril à 19h30. Un documentaire Femmes debout, un documentaire de Carole Roussopoulos. Voilà, c'est une histoire du mouvement de la libération de la femme, 10 ans de lutte féministe. Révolution! Et puis, les gens ont de plus en plus honte, il est devenu tout rouge. Et puis aussi toutes les manifestations dans Paris, les manifestations anti-mariage gay, vous pouvez aller leur faire des croche-pattes si vous voulez. Contre-manifester en quelque sorte, même si vous êtes tout seul, vous leur faites un doigt d'honneur, je sais pas, vous leur crachez dessus. Voilà, parce qu'ils commencent vraiment à nous gaver. Vous allez bientôt pouvoir prendre Mélenchon pour taper sur Brigitte Bardot. Sympa, non? Ouais, sympa, bien sûr, oui, l'aboyeur de la République. De quoi on parlait tout à l'heure? Ah oui, de porosité. De porosité, ouais. Ouais, et puis pensez cette nana, la Catherine Fourest, là. Caroline Fourest, qui est poursuivie par ces espèces de débiles mentaux, là. Alors, quelques-uns évoquent 1934 et les ligues. Vous savez, ils ont essayé de faire un putsch pour renverser l'État républicain. Voilà. Et quand on entend les propos de Christine Boutin, quand on entend les propos de tous ces oiseaux, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Voilà. Elle a découvert les gaz lacrymogènes entre nous. Ça fait depuis que les gaz... Ça lui a fait un effet, je me demande si elle n'a pas eu son premier... Oui, son premier baptême, son premier orgasme. Jusque-là, elle avait eu que des orgastes. Si tu veux, là, il a eu un orgasme. Et ça fait de l'effet. Et ça fait de l'effet, faut l'avoir. Moi, je me rappelle très bien de mon premier, Une réaction magistrale. non, mais c'est vrai, elle découvre les gaz lacrymogènes. Alors, mais quand des gamins, des gamines, des petits vieux, tout ça, en prennent plein la gueule et puis crèvent au bord du trottoir, ça arrive dans les manifs. Hein, c'est extrêmement violent, les gaz lacrymogènes. Et on l'a jamais entendu Boutin déplorer que la police employait des gaz. Elle. Mais non, mais ils ne savent pas. Ils emploient des mots dont ils connaissent pas le sens. Absolument. Non, mais c'est vrai, hein. Non, tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est bon. Commencer à manifester à cet âge-là, c'est...
S'ils avaient pu en recevoir un sur la gueule, ça aurait peut-être calmé pour un moment, quoi. Parce que dans la ZAD, là, moi je vais arrêter. Non, t'inquiète pas, Dominique, je vais fermer ma gueule. Mais dans la ZAD, là, en ce moment, il y a des mecs qui sont en train de se faire tataner la gueule avec des grenades, pas lacrymogènes, mais il y en a aussi, hein. Il y a un mec qui a été blessé aux jambes par des éclats de grenades. Et des flashballs, et des tirs de flashballs. Et des tirs de flashball dans la gueule et tout ça. Dans la ZAD, on n'entend pas Boutin. C'est marrant. Moi, je pensais qu'elle allait devenir le porte-parole des gazés. Non. Bon, puis je voudrais pas faire de menaces, mais je précise quand même que si quelqu'un s'en prend à Caroline Forest devant moi, il est mort. C'est ça, alors là... là, c'est net. Hein. Moi, j'ai un vrai béguin pour cette nana. Ah oui, moi aussi. Non, elle me dirait... enfin, mais en même temps, t'es béguin quand on pense que... c'est les béguins qui coûtent pas cher, c'est sûr. Oui, parce que c'est les béguins sans espoir. Ah oui, mais en même temps, imagine qu'elle me dise... j'ai envie d'une expérience inédite avec un glandu. Je me présente, Geronimo Cohen. Non, je veux dire Jacques Glandu. Voilà, c'est justement mon nom. Ouais, hein? Non, puis il y a aussi, j'ai appris que Joanneau, la ministre UMP, UMP, alors, c'est quand même un être humain, qu'elle aussi, elle est menacée par ces gens-là, parce qu'elle a pris position pour le mariage gay. Voilà, c'est quand même invraisemblable que enfin, si on imagine des groupuscules gauchistes faire ce que eux font et ce que eux proclament, on se retrouve au trou illico, quoi, tu vois, comme terroristes de l'intérieur, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Mais là, ces gens-là, ils ont le droit de menacer la République, d'appeler aux armes, etc., contre la République. Pour moi, le pire de ce qu'ils ont fait, si tu veux, c'est avoir réussi à contraindre quelqu'un qui a vécu en dehors de tous les sacrements de l'Église, comme Robert, de le contraindre à défendre cette institution complètement surannée qu'est le mariage. Ça, c'est quelque chose que je ne leur pardonnerai jamais. Madame Barjot, cachez-vous. Oui, cachez-vous. Parce que c'est vrai que le mariage, qu'il soit gay ou pas gay, c'est une institution pourrite qui enchaîne deux êtres humains pour la vie. Voilà, et quand on connaît les drames des divorces et toutes ces choses-là, c'est inhumain, quoi. C'est quelque chose. Ça a été créé, le mariage, pour justement enchaîner, pour faire fermer leur gueule, justement, à ceux qui pouvaient. C'est bien ça qu'ils n'ont pas compris, ceux qui sont anti-mariage gay, c'est que des gens qui veulent se marier et faire des enfants sont absolument pas dangereux pour la société. Bien sûr, absolument, voilà. C'est Piquet-Cou qui vous en cause, et alors là, on en connaît rien. Et nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord. Avec tout ce que dit Piquet-Cou. Ou presque. Ou presque. Oui, enfin, le presque, on l'oublie, parce que bon. Après, action, répression. Bon, la semaine prochaine. Au revoir. Voilà. Salut à tous. Puisque la seule valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire, les avoirs et les pépettes, la fortune, la grosse galette, le flouze et les picaillons, le capital et le pognon. Dans ma grande naïveté, une question me préoccupe, la nouvelle pauvreté. Faut nous dire combien ça coûte, 1 kilomètre d'autoroute, Superphénix réformé, un grand stade à footballer. Combien ça coûte une famille pour qu'elle survive une année, juste en bouffant des lentilles et en payant son loyer. Combien ça coûte la souffrance, combien ça pèse la détresse, combien ça coûte l'indigence dans notre beau pays de France. Oui, dites-moi combien ça coûte un Charles Leclerc, un Exocet, un joujou de chez Dassault, un TGV supersonique, un
un cocktail ministériel, les grands travaux présidentiels. Combien ça coûte le prestige, combien ça coûte l'indifférence. La 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 soin. Seule valeur qui vaille dans cette fin de millénaire, c'est la monnaie, la mitraille, le fric, le pèse, le numéraire.